marécages. C'était carrément des marécages. C'était grand, tellement grand que on se faisait des radeaux avec du bois. Puis on essayait de se déplacer du mieux qu'on pouvait. Bienvenue à cette deuxième partie d'une série de documentaires sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie. N'importe quoi. Mon nom est Renard Frac. De nouveau, nous allons explorer le territoire de ce ruisseau qui fut canalisé comme vulgaire égout pendant les années 30 à 60. Attention là, on ne parle pas de la rivière des Prairies ou du boulevard des Grandes Prairies, mais bien du ruisseau de la Grande Prairie, la Grande Prairie. C'est le nom le plus ancien connu pour ce ruisseau, donné par les premiers colons de la Longue Pointe à Montréal. Faut croire que les anciens aimaient nommer les lieux par Grande puis Prairie. Alors on le voit ici, la source du ruisseau était tout près des galeries d'Anjou. Dans ce coin-là, le ruisseau était à la fois un peu dans Anjou, un peu dans Saint-Léonard et surtout dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Petite parenthèse, le fun, la 40 a été construite sur les très vieux chemins de côte dessinés par les Sulpiciens. Dans ce coin-là, il y avait la côte Saint-Michel et la côte Saint-Léonard. Ensuite, on descend, on rencontre tous ces milieux naturels que le ruisseau a laissés sur son passage. Il y en a plusieurs, je ne les nommerai pas tous, mais je les fais apparaître tranquillement en descendant. Le ruisseau se gonflait des affluents qui arrivaient de Rosemont. Il y en avait 5, quand même, dont les plus connus sont les ruisseaux du Pont à l'Avoine, la coulée Dixon, qui passait par le Bois des Pères, et le populaire ruisseau Fleury, qui passait dans la dépression du parc Maisonneuve. Alors, c'est très visible et très évident qu'il passait par là. On passe la rue Sherbrooke maintenant. On croise les boisés qui sont privés et en danger. Oui, parce que tous les autres rencontrés plus haut sont corrects, là, zonés verts et appartiennent à la ville. On se retrouve maintenant dans le quartier industriel Assomption et finalement, entre les quartiers Viauville et Guibault, le ruisseau se jetait dans le fleuve. Oui, bon, ce ruisseau de la Grande Prairie, qui a porté plein de noms, dont celui de Mawson, il a disparu, oui, mais il a laissé des traces et il coule encore un peu à certains endroits. Un peu, hein? Mais tout ça, je vais vous parler de ça dans mes archives chez moi au chaud parce que là, il fait froid. Nous voici maintenant dans le somptueux décor des archives nationales de Renard Frac. Merveilleux, n'est-ce pas? Le mouvement citoyen dont je fais partie, les Amis du Parc Nature Ruisseau de la Grande Prairie, logo, un jeune y apparaît là, hein, ont un rêve, un très beau rêve. C'est de 1, protéger le chapelet de boisés que je viens de vous montrer, et de 2, créer une trame verte et bleue à l'aide de pistes multifonctions, de panneaux historiques et d'éducation qui relieraient le fleuve à la rivière des Prairies, en vélo ou à pied. On irait rejoindre le parc nature Ruisseau de Montigny, ici, à côté des Halles d'Anjou. Par la rue du Champ d'Eau, on se rendrait à Anjou-sur-le-Lac et ainsi de suite au ruisseau de Montigny. Oui, notre rêve est de relier la rivière des Prairies au fleuve dans un environnement aussi beau que les forêts de l'ouest de l'île. La pognez-vous? Donc, il reste de merveilleux boisés sur le chemin de l'ancien ruisseau. Pourquoi? Bien, plusieurs sont dans la pente ou la terrasse entre Rosemont et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Une bonne falaise à des endroits, donc impossible de s'y construire. À d'autres endroits, c'est parce que les terrains étaient trop détrempés pour s'y construire, tout simplement. Une autre raison, c'est que certains boisés qui existent aujourd'hui ont déjà été des dépotoirs. Oui, la nature repousse sur des anciennes dompes, entre guillemets, puis elle semble aimer ça. C'est fou combien la nature, quand on la laisse faire, on lui laisse le temps, un petit 20 ans, là, puis pouf, un boisé. Alors, c'est le cas du premier boisé que l'on va explorer maintenant. Le boisé Jean Milot. Voici un extrait d'un document d'Environnement Québec de 1991. C'est au sujet du dépotoir Beaubien. Il était aussi nommé dépotoir Mignot. Le dépotoir était grand et occupait les superficies du parc Félix-Leclerc et du boisé Jean Milot actuel. On peut y lire que la Ville de Montréal a décidé de remblayer une dépression connue sous le nom de Vallée du ruisseau Mawson. C'est joli. Retenez ça, OK?
Et de 1950 à 72, la ville a rempli ça avec toutes sortes de déchets domestiques, industriels et même des résidus de construction. Eh bien, je vous montre maintenant une photo aérienne de 1966. C'est toute cette région ici qui était la vallée du ruisseau Molson. Il y avait même des marécages. Si on s'approche, sous l'indication Parc du Boisé-Jean-Milot, on voit très bien le tas de déchets. On le voit ici, là. Et près de l'indication Parc Félix-Leclerc, on perçoit du remblayage dans la dépression. C'est assez visible. De la terre, du sable ou du gravier, peut-être même des sables contaminés provenant d'une fonderie. On ne sait pas. Outre ça, on voit très bien qu'en 66, c'est encore très agricole dans ce coin-là. On voit les champs. Je vous montre maintenant une photo aérienne oblique de 1979. Le voici, ce dépotoir. Wow. À cette époque, il ne servait plus que de dépotoir à neige usée. Alors, on voit bien le cimetière ici, le carrefour L'Angelier là-bas, plus loin la 40. Et là, si on s'approche, on voit un peu le Boisé-Jean-Milot au fond. Mais quand même, on perçoit qu'il y a des arbres poussent dans la pente et un peu sur le dessus. Bon, ça là, c'était en 1979. La nature reprend vite ses droits, faut pas capoter, faut pas être découragé. Okay? Je vous montre maintenant de superbes photos de Pierre Bourassa récentes. Maintenant, c'est absolument magnifique. Ça a beaucoup changé. On peut faire du ski, de la raquette. Et c'est grâce à qui? Au comité de surveillance Louis Riel. Oui. Avant de vous parler de ce fabuleux comité citoyen, on va aller rencontrer Roland Tremblay, vers 67-68. En haut de la terrasse du Boisé-Jean-Milot, Roland a vraiment beaucoup de souvenirs de ce coin de pays dans les années 60 et 70. Il s'y promenait même en radeau, tel un... je ne sais pas comment dire ça. Comment on dit ça, Karine? Huckleberry Finn. Hey, merci. La première question que je lui pose, c'est comment vous vous rendiez là? Parce que c'était quand même assez loin de chez lui. On l'écoute. Ouais, ben on partait de chez nous. Moi, j'habitais sur Alexis-Contant, puis on remontait l'Angelier jusqu'à Beaubien. À ce moment-là, dans mes souvenirs, Beaubien est encore un chemin de terre, puis on regarde vers l'ouest, puis ça remonte vers Lacordaire, puis c'est en terre encore. Puis on attend que la rue descende jusqu'à l'Angelier. Ça, je me souviens, mon père, il me disait ça, il dit ça va descendre, ça va devenir une rue, là. Puis là, au coin de Beaubien et l'Angelier, vers le nord-est, il y avait comme une entrée. Et à partir de là, on était en mode exploration, puis on s'en allait loin. C'était toute une expédition. On marchait. Je ne sais pas c'est quoi ça veut dire, loin aujourd'hui par rapport à ça, mais c'était loin, là. On marchait longtemps, puis on arrivait dans un vaste champ mal drainé, des marécages. C'était carrément des marécages. C'était grand, tellement grand que on se faisait des radeaux avec du bois. Puis on essayait de se déplacer du mieux qu'on pouvait. Il y avait des cochonneries, il y avait des palettes de bois. Je me souviens, on avait essayé ça. Ça allait mal en crise, mais au moins ça se tenait. Puis là-dedans, c'était une place qu'on venait régulièrement pour aller chercher, pour aller à la chasse aux wawarons puis aux couleuvres. Un peu moins les couleuvres, mais les wawarons. Les wawarons, on allait les chercher là. Puis on avait des gros pots de cornichons en vitre, là, qu'il y a comme dans les fenêtres de restaurant. Puis on remplissait ces pots-là de wawarons. Puis on ramenait ça chez nous, sur Alexis-Contant. Mais donc, ça se passait ici, en quelque part. Là, on est comme à l'extrémité nord-est du Boisé-Jean-Milot, à peu près, là. Puis ça se passe en haut du plateau. C'est pas en bas. C'est pas dans le creux du ruisseau. C'est sur un plateau mal drainé, ici en l'air. Peut-être autour de Bélanger, où il y a les halles d'Anjou derrière, là. Ça aussi, c'était mal drainé, ça, ici, là. C'était pas une place qui était sec, là. C'était très grand, hein? C'est ça que tu disais. C'était très, très grand. Moi, j'ai des souvenirs d'espace avec peu d'arbres, mais de temps en temps, un arbre. C'est comme, je vais fouiller dans mes souvenirs, là, mais des arbres éloignés, mais avec de l'eau à grandeur, là. Mais, tu sais, c'est loin dans mes souvenirs, là. C'est ce que je me souviens. Puis moi, dans ma tête, c'était comme, à ces endroits-là, éventuellement, là, les galeries d'Anjou vont se construire, là, tu sais. Fait que c'est ici, c'est à quelque part ici. Je ne saurais pas dire exactement où, malheureusement. Ouais.
Puis les radeaux, là, vous les construisiez comment? Moi, les souvenirs que j'ai qu'on faisait quand on faisait nos cabanes dans les champs puis dans les bois autour de chez nous, c'était tout le temps qu'on empruntait les marteaux, les clous de nos pères. On arrivait tout le temps avec des coffres à outils. Fait que c'est probablement ça qu'on avait fait. Si on est arrivé avec des coffres à outils, j'ai des souvenirs de ça qu'on transportait des coffres à outils. Puis là, on trouvait du bois sur place, puis on trouvait des bimes de bois, puis on trouvait des arbres, puis on patentait ce qu'on pouvait avec ce qu'on trouvait sur place, là, en plantant des gros clous de 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces, là, à la force de nos bras, parce qu'on est des petits culs de rien, là. Puis on monte ça sur l'eau, puis on embarque dessus, puis c'est tout croche, puis ça va mal. Puis là, on regarde, on se souvient des films, puis ils ont des perches qui avancent. Puis c'est ça qu'on faisait, on prenait des grands bâtons, là, on avançait avec ça sur l'eau. C'était risqué, ça n'avait aucun bon sens. Ça flottait à peine, ça s'enfonçait sous notre poids. Ça n'a aucun bon sens. Mais tu sais, c'était l'aventure totale. Là. Puis moi, je me souviens, c'était tellement loin de chez nous qu'une des premières fois qu'on avait été explorer ça, c'est vraiment des souvenirs. Ma mère, elle m'avait attendu à la maison, je rentrais pas. Ça faisait longtemps que j'étais parti, parce que quand on faisait ça, c'était une expédition d'une journée. Là. Puis là, un moment donné, on était à quelque part là-dedans, dans ces marécages-là, puis je vois ma mère au loin, fait que je reviens vers ma mère. Puis là, ma mère, elle dit « Hey, là, viens-t'en, là, on t'attend depuis longtemps, on se demandait où ce que t'étais. » Puis là, ma mère était pas contente. Bien, en fait, je ne sais pas si l'eau était polluée. Ce que je me souviens, c'est qu'il y avait des tas de déchets partout. Comme il y a tout le temps eu dans les champs où j'ai joué quand j'étais petit, les gens venaient domper leurs marbre. Pas nécessairement des poubelles ou des déchets, mais des marbres de construction ou de démolition, des morceaux de bois, du ciment, ce genre d'affaires-là, là, des tas de gravia, des tas de ciment, ça, il y en avait. Ça, il y en avait. Puis d'ailleurs, c'est là-dedans qu'on puisait notre matière première pour faire nos cabanes, puis nos radeaux, puis toutes nos hosties d'affaires qu'on se faisait. C'était tout le temps là-dedans. Puis c'était dangereux parce qu'il y avait tout le temps des clous rouillés. Puis quand j'étais petit, dans mon champ en arrière de chez nous, à un moment donné, j'avais pilé sur un clou. Ça, je m'en souviens très bien. Très, très bien. Puis j'étais revenu en pleurant à la maison. La planche était pognée en dessous de mon pied. J'avais fait ça de même pour l'enlever, là. C'est en jouant dans ces tas d'affaires-là que j'ai appris à clouer et à déclouer. C'est clair, parce qu'on déclouait tout le temps, puis on gardait les clous. Je me souviens, on les enlevait là, du mieux qu'on pouvait, puis on les redressait sur des roches. Là. Tac, tac, tac. On essayait de les redresser, puis on les reprenait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ici, en bas de la côte, là, ici, ça devait être une dompe, là, quand tu étais petit, mais tu t'en souviens pas. Hein? Bien, j'ai pas souvenir que c'était une dompe. Moi, on est en arrière du Centre Angelier, là, la grosse côte en arrière du Centre Angelier. On venait jouer souvent ici. À partir d'un certain moment donné, ça faisait partie de l'extension de mon territoire. Tu sais, avec l'âge, le territoire s'étend, puis là, c'était un des terrains de jeu, c'était ici. On appelait ça la corde à Tarzan, parce qu'il y avait des grands arbres dans la pente qui étaient très abruptes à des places. C'était vraiment trippant. Des arbres là, la pente est comme ça, puis les arbres faisaient ça de même, là, des grands arbres. Fait qu'on allait sur le tronc, là, puis on était dans le vide au-dessus. Puis il y avait de la vigne qui poussait là-dessus. Fait qu'on embarquait sa vigne, puis on faisait comme Tarzan, qu'on voyait à la TV. On appelait ça les cordes à Tarzan. On venait jouer là-dedans. Ici. Ça, c'est mon souvenir. Puis on est en arrière du Centre Langelier. Il est en construction, ou il vient d'ouvrir, mais tu sais, c'est à ce moment-là. Là. Puis il y avait des chemins douteux là-dedans, à un moment donné. Je me souviens qu'une fois, on était venu en Bessic, dans les sentiers de Bessic, jouer là-dedans. Puis là, on était arrivé sur une place qui avait des petites culottes et des brassières accrochées dans les arbres. Tu sais, tes petits culs, là, tu vois ça, là, tu dis, oh, tabarnak, là, c'est un autre bois de maniaque pour nous autres, là, tu sais, un bois de fou, là. Là, on avait peur, là. Quand on voyait ça, là, on avait peur, puis on se sauvait, t'sais. À cette époque-là, les gens s'en calissaient, il y avait besoin de jeter des affaires, ils venaient domper en périphérie de la ville. Puis nous autres, on était là où la ville se développait, fait qu'on jouait là-dedans, là, dans tous ces tas de dompages-là. Même en arrière de chez nous, là, il y avait certains bouts, certains coins de rue, c'était ça, c'était des dompes. Là. Fait que, ouais, c'est ça.
Boisé Jean Milot, ce que j'en connais. C'est rattaché beaucoup au centre Langelier, là. Parce que c'est en arrière, tu sais. Puis les mauvais coups qu'on faisait, on allait en arrière, puis on grimpait la côte. Là, c'est ça. Ouais. Wow! Quand je vous disais là, que Roland avait des souvenirs absolument formidables, quelle mémoire en plus! Là. Merci beaucoup, Roland. Bon, on retourne à la source, à notre super carte. On est juste ici, au boisé Jean Milot, à côté du carrefour Langelier. Ah, c'est joli, une petite flèche magenta, hein? Bon, maintenant, on va regarder cet article d'André Pratt de 1994. Je vous dis tout de suite, je l'aime pas trop. Écoutez, le patron de Long Point Chrysler voulait absolument s'établir dans ce qui deviendra le boisé Jean Milot. Puis le journaliste est comme moi, il n'est pas impartial. Dans cet article, il pousse le côté économique, le côté cash, le côté peur illogique que les citoyens ont du projet. Ça, là, ça se nomme de la propagande. En fait, là, son texte, c'est un torchon. C'est avec des mentalités comme ça qu'on en arrive aujourd'hui à essayer de gérer une crise climatique. Heureusement, c'est là que le comité de surveillance Louis Riel arrive. Yes! Oui, bon, je le sais, c'est un nom un peu... mais surveillance... Mais c'est un nom qui a 50 ans, c'est pour ça. Alors, le CSLR, Comité de surveillance Louis Riel, a réussi à tasser le projet de Long Point Chrysler et de créer un magnifique boisé dans ce qui était alors une friche arbusive. Qui avait raison, M. Pratt? Hein? Avec du recul aujourd'hui. Il faut par contre que je précise que la majeure partie des terrains qui forment aujourd'hui le boisé appartenaient déjà à la ville. Au contraire des boisés Beniana ou du métro Assomption qui sont complètement privés et que nous verrons dans une autre partie de ce documentaire. Peu importe, grâce au travail acharné de Richard Sylvain, Aurélie Noël et vraiment plusieurs autres, hein, le comité a accéléré le processus naturel et a planté, là, tenez-vous bien, des milliers de végétaux indigènes pour justement augmenter la biodiversité. Ils ont même exhumé une partie du lit du ruisseau et créé le marais Mawson. Vraiment, le CSLR est un organisme exemplaire. On devrait tous s'en inspirer. Justement, en parlant du marais Mawson, on va maintenant aller rencontrer Diane Audet, à côté du marais Mawson, hein, dans le boisé Jean Milot. Elle va nous raconter une histoire de pêche surprenante, une histoire qui se passe à la fin des années 50, début des années 60. On l'écoute. Bien, en fait, cette recherche-là avait commencé parce que je circule beaucoup dans le quartier. Puis il y avait une maison semi-abandonnée dans le voisinage. Puis les gens me disaient que le propriétaire ne l'habitait plus, puis était en train littéralement de tomber. Puis là, un jour, par hasard, j'ai rencontré le propriétaire de cette maison-là qui était sur place. Alors, je ne savais pas que c'était lui, mais je me suis adressée à lui. Puis c'est là qu'il m'a raconté qu'il avait acheté ce triplex-là. Il était le premier qui a acheté ce triplex-là au tout début des années 60. Ça, c'était au coin de Dixon et puis Jumonville, approximativement. Et puis, il se met à me raconter un peu son enfance. Puis, en fait, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est qu'il m'a dit, vous savez, dans les années 60, c'était complètement différent. Il dit, maintenant, où il y a le Bro et Martineau, au coin de Langelier-Jean Talon, il dit, c'était un lac. J'ai dit, un lac? Il dit, oui, c'est un lac. Puis il dit, moi, j'allais pêcher là des poissons, puis je revenais chez moi avec des poissons. Puis il dit, c'est quand j'ai acheté ici, quand j'ai fait construire plus tard, il dit, je savais qu'en fait, ce lac-là, il devait avoir des ruisseaux souterrains qui avaient été véritablement remblayés. Puis, il dit, moi, j'étais dans un secteur où le ruisseau passait pas. Est-ce que la personne t'a dit le genre de poisson qu'elle pêchait? Non. Non, malheureusement. C'était quand même une conversation sur un coin de rue avec quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup, mais non, il m'a pas dit, mais il m'a vraiment dit qu'il revenait chez lui le soir puis qu'il y avait des poissons. Il y avait des poissons qui étaient bons, en tout cas, puisqu'il les mangeait. Ben oui. Merci, Diane. Alors, ce fameux lac, là, c'est vraiment pas la première fois que j'en entends parler. À chaque fois, je suis un peu étonné, parce que si on regarde comme il faut, là, cette photo aérienne de 1958, à l'emplacement du Bro et Martineau, oui, il semble avoir des étangs, mais juste un lac, non. Il y a des bouts de ruisseaux, il y a même un marécage, mais pas de lac.
Si on descend plus bas, tout près des futures rues Langelier et Bélanger, là, oui, il y a des lacs qui sont très visibles. C'est peut-être un de ceux-là, je ne sais pas. Ou peut-être que le lac est apparu plus tard par le remblaiement du secteur. L'eau se déplace à ce moment-là. Sauf que les photos aériennes des années 60, dans ce coin-là, sont très sombres et je vois absolument rien. Bon, poursuivons. Dans les années 80, on construit des condos de style maison de ville sur la rue Dixon, pas loin de la rue de Jumonville. Ça intéresse Diane, elle est curieuse, elle veut aller voir ça. Mais attention, elle rencontre des personnes âgées qui la mettent en garde. Il y a des gens qui avaient déjà un certain âge qui m'ont dit, nous, on dit à tout le monde qui vient ici, avant d'acheter quoi que ce soit, de faire une étude de sol, parce que nous, on est assez âgés pour se rappeler qu'il y avait des ruisseaux qui passaient ici. Et puis ces ruisseaux-là, les gens m'ont dit, ça venait, ils me reparlent encore de l'Angely-Jean-Talon, du Brou et Martineau, qu'il y avait des ruisseaux qui se rendaient jusque dans ce secteur-là. Puis eux autres, ils craignaient que les gens achètent une propriété que 20, 25, 30 ans plus tard, elle bouge, puis que les gens soient obligés de faire entre autres, du pieutage. Oui. Puis en même temps que ça, ou parallèlement à ça, plusieurs années plus tard, j'ai rencontré le fils de la propriétaire de la quincaillerie Rivet, qui était située sur la rue Jumonville, puis la propriétaire, c'était en fait la sœur de Lucille Tisdale, que tout le monde connaît dans le quartier. Et puis elle m'a un peu répété les mêmes propos, parce qu'elle était quand même déjà, quand je l'ai connue, elle travaillait encore à son magasin, puis elle avait passé 80 ans. Wow. Elle a travaillé à la caisse quasiment jusqu'à sa dernière journée. Puis elle m'a dit les mêmes choses, puis elle m'a dit, mon fils, Sylvain, a une carte de ça. Puis quand j'en ai parlé, il m'a dit, faut que je la trouve, mais malheureusement, il n'a pas mis la main dessus, mais heureusement, j'ai rencontré les vidéos de François, puis j'ai pu vérifier tout ce qu'il avait été dit de ce ruisseau-là, du lac et des ruisseaux dans ce secteur-là. Ah, merci beaucoup Diane, très apprécié, beau souvenir. Alors on va conclure maintenant. Hein? OK, je pense qu'on a fait le tour du boisé Jean-Milo. Prochaine fois, on se retrouve au parc Francesca Cabrini, puis on descend tranquillement, bois des Pères, parc Guillaume Couture, tout ça. N'oubliez pas de partager cette vidéo, s'il vous plaît, ça me tient tellement à cœur. J'aimerais ça que tout le monde connaisse cette histoire. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.